Peut-on utiliser les SCPI ou la pierre papier pour défiscaliser? Et si oui, comment le faire? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons deux invités pour en parler. Guy Marty, tout d'abord, nous accompagne. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes le président fondateur de pierrepapier.fr. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Jonathan Diver, fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous, Jonathan Diver. Si on veut aborder l'investissement en SCPI sous l'angle de la fiscalité, parce qu'on est un petit peu avant la fin de l'année et qu'on cherche à optimiser sa fiscalité, quelles sont les propositions que nous font les SCPI ? Elles permettent de défiscaliser avant la fin de l'année, ce qui n'est pas forcément le cas sur l'immobilier direct, parce que l'immobilier direct, rappelons-le, il faut attendre que l'actif soit livré. Alors sur les SCPI fiscales, on va pouvoir bénéficier, comme on dit, de l'avantage fiscal l'année de la souscription. Donc ça, c'est plutôt un élément qui est intéressant. Ça s'adresse, entre guillemets, à toutes les bourses qui ont besoin de défiscaliser à partir de quelques centaines d'euros finalement de défiscalisation. Il y a plusieurs catégories de SCPI fiscales qui peuvent répondre à différentes finalement problématiques de situation patrimoniale. On va vous parler des SCPI Malraux. Donc les SCPI Malraux, ce sont des SCPI qui vont investir dans l'immobilier plutôt ancien, qui est au cœur des villes, dans certaines villes de France, qui vont vous permettre de défiscaliser en bas de ligne, c'est-à-dire que vous investissez 10 000 euros, vous allez avoir entre 16 et 20% de réduction fiscale. Donc ça vous fait entre 1 600 et 2 000 euros en bas de ligne sur votre feuille d'imposition. Et ça veut dire qu'on est sur une SCPI qui va acheter que des biens immobiliers qui peuvent bénéficier ensuite d'un accompagnement Malraux, c'est ça? Exactement. Donc on est sur du Malraux avec des actifs qui sont anciens, qui vont être rénovés, qui ne sont pas restructurés, ils sont rénovés. Il y a une petite différence. Voilà. Cette rénovation, une fois que c'est réalisé, on va louer ces actifs pendant une période qui est déterminée, qui est généralement de 6 à 9 années. Et pendant cette période-là, on va aussi bénéficier de revenus pendant la période de détention. Il faut savoir que les SCPI fiscales, c'est une durée de placement qui est très longue. Moi, j'aime bien dire à mes clients que c'est entre 15 et 20 ans parce qu'il faut constituer le patrimoine, il faut faire les travaux, il faut le louer avec l'obligation Donc ça dure combien de temps à peu près Entre 15 et 20 ans. Entre 15 et 20 ans, on est sur une épargne liquide, ou en tout cas, si on veut récupérer son argent avant, il y aura une perte en capital. Très forte, il y aura une perte très forte parce que l'avantage fiscal n'est pas transmissible. C'est-à-dire que la personne qui va investir dans la SCPI fiscale, elle va bénéficier de l'avantage fiscal. Mais si elle souhaite revendre ses parts, la personne qui rachète n'en bénéficiera pas. Donc, il y a vraiment... C'est important de bien se poser la question de savoir si cette épargne est une épargne non nécessaire à sa vie quotidienne. Et les SCPI fiscales sont intéressantes pour les épargnants qui ont envie de défiscaliser quelques centaines, milliers d'euros, vraiment à la marge. Et surtout, ça permet de ne pas avoir à sélectionner les actifs et les acheter. Alors, si on parle de SCPI fiscale, là vous nous avez donné l'exemple du Malraux, il y a d'autres types de SCPI fiscales ? Tout à fait. On a l'immobilier direct défiscalisant. On a la même chose sur la SCPI fiscale. On a également les SCPI dites de déficit foncier. Alors, celles-ci, elles sont intéressantes parce qu'une SCPI de déficit foncier, elle va acheter aussi de l'immobilier ancien sans obligation de localisation. Là, pour le coup, on peut vraiment se positionner partout. Et on utilise le système très simple du déficit foncier, c'est-à-dire que les travaux vont être impactés sur les revenus fonciers sans limite et sur les revenus globaux dans la limite de 10 700 euros. Alors, si on prend des exemples d'un contribuable qui est à une tranche marginale élevée, 45%, eh bien, il va pouvoir, sur certaines SCPI, faire en sorte que sur son investissement, il ait une réduction d'impôt de presque 27%. Donc, vous voyez que c'est significatif. Et même contrainte, on est sur du 15 à 20 ans. Au sein de meilleurscpi.com, on est très convaincu que ça doit être saupoudré année après année, donc un peu prendre des millésimes pour pouvoir se positionner à différents moments de marché. Ouais. Et les SCPI de déficit foncier sont intéressantes. On a deux autres leviers, c'est les SCPI Pinel. Alors les SCPI Pinel, il n'y en a pas beaucoup qui sont sur le marché, donc les SCPI Pinel, c'est finalement pour soutenir la construction neuve. Bien sûr. Nous, au sein de Meilleur SCPI, on pousse les gérants à lancer des SCPI Pinel parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec des promoteurs qui ont des difficultés à vendre leur lot, à développer les projets et finalement dans une situation qui est un peu difficile, c'est peut-être le moment
d'aller saisir des bonnes opportunités sur le neuf. Et j'espère qu'en 2023, les gérants de SCPI lanceront des SCPI Pinel. D'accord, mais même si c'est critiqué quand on est en investissement direct, pour le coup, ça peut être une opportunité pour les SCPI Pinel. Bien sûr, c'est alors critiqué dans quel sens? Alors, parce qu'on a vu effectivement à l'Assemblée nationale des députés se poser la question de savoir si l'avantage fiscal venait combler potentiellement une perte à la revente. Alors effectivement, là on parle d'un investissement en direct. Là, c'est ce que je comprends du coup, c'est que ça peut être un avantage pour la SCPI. Tout à fait, et c'est important de rappeler qu'un gérant, quand il achète plusieurs lots, vous pensez bien qu'il négocie avec le promoteur. Il ne va pas s'amuser à acheter 15%, 20% plus cher. Il négocie le prix au mètre carré, il négocie les prestations dans l'appartement, il négocie l'orientation des appartements pour faire en sorte que ce soit sud ou ouest. Donc il y a des critères qui font que finalement, en tant qu'épargnant, moi je suis convaincu qu'on a moins de risques à investir dans une SCPI dite fiscale que d'acheter de l'immobilier défiscalisant en direct, parce que vous avez quelque part le filtre d'un gérant qui est passé par là. Alors, il y a d'autres SCPI fiscales, mais on va passer un petit peu la parole à Guy Marty. Et effectivement, alors, il y a ce sujet SCPI et ce sujet fiscalité, Guy Marty. Alors, le thème de l'émission, c'est la fiscalité, hein, puisqu'on est avant la fin de l'année, on se pose la question de savoir comment optimiser sa fiscalité, et la SCPI peut en faire partie. Selon vous, comment est-ce qu'on peut aborder cet investissement SCPI sous l'angle de la fiscalité? Alors, investissement SCPI ou même Pinel ou Malraux, etc. en direct, moi je crois que la première chose qu'il faut se dire, c'est que Bercy n'est peut-être pas le meilleur conseiller en gestion de patrimoine qui existe. Même si depuis un certain temps, ils font des mails tous les jours avec beaucoup d'infos sur plein de détails, etc. Et c'est très bien. En fait, quand il y a un avantage fiscal, c'est pour une raison macroéconomique, pas du tout pour l'intérêt de l'investisseur individuel. Bien sûr, c'est pour aider à développer un marché ou autre. Oui. Par exemple, le Malraux, c'était pour rénover le centre-ville, et la loi Malraux était effectivement très 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 utile pour les centres-villes français. Le Pinel, c'est pour augmenter la construction de neufs. Le de Normandie, c'est pour justement accélérer la rénovation du parc ancien, etc. Donc déjà, c'est l'intérêt global. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que, et on l'a vu notamment dans le Malraux, c'est-à-dire que vous avez un avantage fiscal, vous le prenez, si vous n'êtes pas tout à fait dans les règles, vous pouvez être requalifié et perdre l'avantage fiscal. D'accord. C'est-à-dire que ça demande d'avoir un investisseur professionnel, ou en tout cas qui se professionnalise sur le sujet. Disons que l'État ne prend pas de responsabilité sur la bonne fin de l'opération pour l'investisseur. Lui, il veut aller dans une direction macroéconomique, ce qui est très bien, et deuxièmement, il veut que les règles soient terriblement dans le détail respectées, ce qui est très difficile avec Malraux quand on est en individuel. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois que dans ce cas-là, ça veut dire que quand on prend un avantage fiscal, il faut se demander vers quel type de bien immobilier on va. Est-ce qu'on veut avoir de façon durable, et Jonathan a eu bien raison d'insister sur la durée de ces investissements, dans de l'ancien centre-ville? Ou est-ce qu'on veut avoir simplement du logement saupoudré un peu partout, etc. Et si on choisit un avantage fiscal, là arrive la question, par exemple par rapport à ma feuille d'impôt, je me dis tiens, ce serait peut-être pas mal de faire du Malraux ou de faire du Pinel, etc. Et là arrive la question, est-ce que je le fais en direct ou est-ce que je le fais par une SCPI? D'accord. Alors, tout dépend, parce que si, par exemple, je me dis, je vais prendre un appartement en centre-ville à réhabiliter, dans lequel peut-être un jour je pourrais mettre mes enfants, là, il faut le faire en direct. En sachant parce qu'on veut l'habiter. Parce que je pourrais l'habiter, ou y mettre les enfants, etc. Donc, j'ai intérêt à faire du direct. Par contre, il faut savoir, par exemple, que ce même Malraux est extrêmement complexe du point de vue des conditions, etc. Et si je veux être en sécurité, que ce n'est pas spécialement un appartement que je vais utiliser, alors là, on a la SCPI sans souci, et c'est ce que disait Jonathan tout à l'heure à propos du Pinel, c'est-à-dire qu'on l'a vu sur d'autres avantages fiscaux avant, c'est-à-dire qu'il y a la puissance de négociation d'un gérant face à des professionnels, d'autres professionnels de l'immobilier, de la construction, de l'aménagement, etc. Il y a aussi la diversification. Et il y a la tranquillité totale de gestion. Et il y a la disparition du risque de requalification parce qu'on n'a pas respecté... Vous savez, dans le Pinel, par exemple, il faut que le locataire ait tel plafond de ressources. Bien sûr. Oui. Bon. C'est quelque chose qui, pour un particulier, est parfois un petit peu difficile à suivre. Comment louer tout le temps son appartement tout en ayant bien vérifié que les papiers ont été corrects, etc. Tout ça, par une SCPI, est confié. Donc, il y a aussi l'aspect tranquillité. Et je crois que c'est un peu ça les grandes lignes de la méthode, en fait.
Donc on n'y va pas, malgré le thème de cette émission, pour défiscaliser dans un premier temps. C'est ça, c'est qu'il faut avoir un projet immobilier et ensuite faire sa sélection, c'est ça? Si, on peut se dire, bon, il faut que je réduise ma feuille d'impôt. Ça peut être le déclencheur, c'est ça? Mais en même temps, on a une petite lanterne en disant, tiens, si l'État fait ça, c'est pas pour mon plaisir, c'est pas pour ma rentabilité, c'est parce que lui a un intérêt. D'accord. Donc maintenant, je vais vraiment regarder de très près quel est mon intérêt à moi et surtout pas décoller. Jonathan Diver, donc là on a parlé de SCPI fiscale. Alors effectivement, il y en a une qu'on n'a pas citée qui est le 2 Normandie. Le mécanisme est un petit peu différent, mais on reste globalement dans cette idée effectivement d'accompagnement d'un marché immobilier. Si je veux optimiser ma fiscalité en fin d'année, est-ce que le seul moyen c'est la SCPI fiscale? Non, alors, il y a ce qu'on appelle, alors moi j'aime bien l'appeler l'ISFI, qui est l'IFI, voilà. Donc, Bien sûr, ouais. l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a beaucoup d'épargnants qui le payent chaque année. Une façon de ne pas avoir à avoir une fiscalité lourde de l'IFI assez confiscatoire, c'est d'investir en nue propriété, de faire du démembrement de parts de SCPI. Parce que je vous coupe, ça veut dire que si jamais j'ai trop d'investissement en SCPI, vu que c'est de l'investissement immobilier, je peux être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière? Ça rentre dans la base de l'IFI et d'ailleurs ce qui est complètement anormal quand on sait que les foncières cotées sont hors IFI. Pas de jalousie. Non, mais c'est important. C'est un autre sujet, messieurs. C'est important c'est très bien que les foncières cotées ne soient pas à l'IFI. Oui, bien sûr, mais ce ce serait normal aussi que ça ne soit pas le cas pour les SCPI. En tout cas, il y a une façon de se protéger de l'IFI, c'est d'investir en nue propriété de parts de SCPI. Et pour moi, le démembrement, depuis 11 ans que je fais de la SCPI, je suis convaincu que la meilleure façon d'investir en immobilier en France, c'est hors résidence principale, c'est d'investir en nue propriété. Et l'intérêt des SCPI, c'est que vous pouvez investir en nue propriété de parts de SCPI sur des durées comprises entre 3 et 20 ans. Vous partez à la retraite dans 7 ans, et ben vous allez pouvoir investir en nue propriété de parts de SCPI avec un horizon de 7 ans pour avoir des revenus complémentaires le jour où vous partez à la retraite. Ça veut dire qu'on est sur une SCPI classique dont on ne va acheter que la nue propriété des parts, ou c'est une SCPI qui ne va investir qu'en nue propriété? C'est une SCPI classique, donc une SCPI dite immobilier d'entreprise. Et vous avez, en France, il y a le démembrement, Bien sûr, dans le Code civil, qui permet d'acheter uniquement la nue propriété. Et vous avez un usufruitier en face, qui est généralement un contrat d'assurance vie. C'est l'usufruit acheté par des fonds euros. Et donc, vous, en tant qu'épargnant, vous n'achetez que la nue propriété d'une SCPI dite immobilier d'entreprise ou SCPI de rendement. Et vous avez... En contrepartie, alors on n'appelle pas ça une décote d'un point de vue juridique, mais on appelle ça un partage de valeur. Vous payez moins cher votre part. Donc si on prend une durée de 10 ans en nue propriété, vous allez payer à peu près 65%, 65-66%. Et l'usufruitier va payer la part complémentaire. L'heure tourne, Guy Marty, je me retourne vers vous. Alors là, effectivement, on est plus finalement sur une manière différente d'acheter n'importe quel type de SCPI, donc d'investir en SCPI. Donc si jamais on a envie d'optimiser un petit peu plus sa fiscalité avant la fin de l'année, là, pour le coup, ça correspond à des stratégies qu'on aura déjà pu mettre en avant depuis le début de l'année ou les années précédentes. Il y a toute une gymnastique ou une optimisation patrimoniale avec les SCPI qui est extrêmement confortable. Le démembrement existe depuis très 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 longtemps. Un démembrement, imaginez que vous ayez un usufruitier et un nu propriétaire qui s'associent pour acheter un immeuble ou un appartement. Il peut y avoir un risque énorme, parce que tout repose sur un locataire. Et en fait, cette formule de démembrement a retrouvé une seconde jeunesse grâce justement au SCPI, parce que là, on dilue le risque. Mais c'est de l'optimisation fiscale. Dernier sujet, alors c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission, c'est les groupements forestiers. Alors ça a été dans l'actualité ces derniers temps. Là, pour le coup, on est sur des sujets fiscalité, mais transmission également, Jonathan Diver. Alors, j'ai envie de commencer par valeur écologique, sociétale. 400 000 emplois dans la filière bois, c'est 2 fois le nombre d'emplois dans la filière automobile. C'est toutes les valeurs avec la biodiversité également. Il y a une biodiversité qui est très forte à soutenir dans les forêts. Et on peut investir en tant qu'épargnant dans les forêts à partir de quelques milliers d'euros dans un groupement forestier d'investissement. Donc finalement, c'est le pendant de la SCPI, mais en forêt, en investissement en épargne forestière. On est très convaincu par ce produit de placement. Et quand on investit dans un groupement forestier d'investissement, la chance qu'on a cette année, c'est que quand on investit 10 000 euros, on a 25% de réduction d'impôt. Donc ça vous fait de la même manière une petite... ristourne fiscale sur votre bas de ligne, donc c'est plutôt agréable. Mais là et aussi, surtout, c'est que c'est porteur de conviction. Et c'est un investissement long.
Alors là, c'est un investissement, un Très chêne. long même. Un chêne, il Très met long 80 années à atteindre une maturité. Et c'est très bien dans ce monde où tout va très vite de mettre un petit peu de lenteur. Et on est très convaincu de cette lenteur dans les groupements forestiers. Guy Marty, Je oui. voudrais ajouter un détail historique. J'ai dit tout à l'heure que le fisc donnait des avantages fiscaux pour des intérêts macroéconomiques. Bon, c'est le cas pour la forêt. Mais là, il y a en plus un sentiment de culpabilité. C'est rare, D'accord. mais ça arrive. Il se trouve que, bon, ça fait très longtemps que les droits de succession sont très élevés. Et en fait, on a détruit la possibilité, pendant le début du XXe siècle, on a détruit la possibilité de bien exploiter les forêts parce que chaque fois qu'il y avait une succession, il y avait tellement à payer qu'il fallait vendre par petits bouts et vendre une partie, etc. Et en quelque sorte, on a détruit la capacité d'exploitation des forêts françaises. Et donc le fisc a eu totalement honte et a ressorti. Le groupement forestier, bien sûr. Et c'est l'un des rares avantages fiscaux qui soit très stable dans le temps. Et qu'on peut Parce que transmettre. Et on les finira dégâts- là-dessus. Voilà, Ouais, c'est mais- pour la transmission, parce que les dégâts avaient été vraiment très graves. 75% d'abattement, hein. C'est important sur la transmission. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Jonathan Diver, fondateur de Merci. meilleurscpi.com. Merci Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle évidemment, quand on met en avant des investissements dans Smart Patrimoine, n'hésitez pas à vous renseigner surtout sur les investissements, sur les risques qui sont présentés par ceux-ci. Et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.